Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et ce matin, c'est le petit déjeuner politique d'Adrien Quatennens, un député de la France Insoumise du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Oui, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Bruno Le Maire a appelé hier les Français à reprendre le travail le 11 mai pour préparer collectivement, je cite, la reprise économique. Est-ce que vous partagez cet appel ? En tout cas, tout le monde voit que le 11 mai, la date du 11 mai choisie par Emmanuel Macron, on est là que pour ça. Je crois qu'en écoutant le discours d'Édouard Philippe l'autre jour à l'Assemblée, les Français attendaient de pouvoir se projeter sur ce que serait leur vie après le 11 mai. Et que dès lors, ils ont compris que ce n'était pas le moment de leur déconfinement, mais simplement le déconfinement du travail. Car en effet, dans son discours, on comprend que selon le type d'activité à laquelle vous voulez vous adonner, vous allez pouvoir prendre des risques qui ne seront pas exactement les mêmes. Par exemple, pour votre vie sociale, vous l'avez compris, vous ne pourrez pas vous rassembler en famille ou entre amis à plus de 10. Et on imagine bien que dans les transports en commun, pour vous rendre au travail, vous serez à plus de 10 de fait. Donc c'est d'abord et avant tout le déconfinement du travail. Et je crois que cette date, ce choix du 11 mai, a été guidé uniquement par cette reprise de la compétition économique à l'échelle internationale. Il faut dire les choses. Alors après, relancer l'économie, Patrick Roger, oui, dans l'absolu, évidemment. Ouais. Sinon, que faire d'autre ? Mais pas n'importe laquelle. Et je crois qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie doit pouvoir nous interroger sur quel modèle après. Et c'est peut-être l'occasion d'opérer une grande bifurcation aussi, parce que cette crise du coronavirus, vous savez, ce n'est pas simplement la crise d'un virus, d'une maladie, c'est la crise d'un modèle économique, politique qui nous a mis en situation de vulnérabilité, de fragilité, par exemple sur la santé. Bon, Édouard Philippe s'entretient avec les syndicats tout à l'heure, Adrien Quatennens. Quelle garantie vous attendez de la part des entreprises, mais également des autorités publiques ? Vous avez évoqué les transports, par exemple, à l'instant. Il faut que certaines instances qui ont été mises à mal par le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, je pense par exemple au comité d'hygiène et de sécurité, soient réactivées. Il faut que les salariés puissent se réunir, bien évidemment en respectant les consignes sanitaires sur les lieux de travail pour coélaborer, pour définir les méthodes qui vont permettre de travailler en toute sécurité. Et puis surtout, il faut que les protections adéquates soient disponibles. Or aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a quelques fragilités et que la date du 11 mai, vraisemblablement, ne permettra pas d'être prêt partout. Et ça, vous le savez. On a vraiment le sentiment, en écoutant Édouard Philippe, en tout cas moi c'était le mien en l'écoutant l'autre jour à l'Assemblée, que cette date du 11 mai, il la traîne comme un boulet au pied qu'Emmanuel Macron lui a directement mis à la cheville. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, en gros, Emmanuel Macron a choisi seul cette date du 11 mai. Ouais. Pour une fois sans se référer au conseil scientifique auquel il faisait référence à chaque fois dans ses allocutions précédentes, et il a dit à son gouvernement ce sera le 11 mai parce que nos voisins allemands reprennent à telle date, parce que d'autres à telle date, donc ce sera le 11 mai, débrouillez-vous-en. Sauf que du coup, ce que ça provoque, c'est que le gouvernement a l'air de rentrer dans la question du déconfinement avec le même niveau d'improvisation et de tâtonnement qu'il est entré dans la crise. Pour nous, il faut pouvoir planifier, organiser une planification sanitaire, et sans doute, compte tenu du fait que le virus va continuer à circuler, eh bien, on aurait dû prendre le problème dans l'autre bout. De quoi avons-nous besoin ? Comment organiser les conditions de la production et en déduire une date ? Pas poser une date arbitrairement et dire débrouillez-vous-en. Je crois que ça, c'est un choix hasardeux. Oui, mais il faut se fixer des échéances, sinon on a du mal et on retarde en permanence cette échéance aussi. Alors que vous avez entendu les chiffres juste avant nous, l'effondrement du trafic aérien par exemple, cet intermittent du il dit moi j'ai pas de boulot, etc. Donc c'est pas possible. Il faudrait quand même qu'on reprenne d'une manière ou d'une autre, quoi, avec des précautions. Il faut pouvoir organiser la solidarité, évidemment, mais je pense que on sera d'accord, vous et moi, pour dire que la priorité doit être la question sanitaire. Car pour pouvoir déconfiner, il y a quand même des jauges à respecter. Par exemple, la question est de savoir est-ce qu'une part importante de la population est immunisée ? Et vous savez comme moi qu'on estime que d'ici le 11 mai, ça sera une toute petite part, quelques 5% de la population. Et d'ailleurs, l'OMS nous alerte sur le fait que nous n'avons pas encore de garantie sur le fait de savoir si après avoir été contaminé une première fois, vous êtes protégé pour une seconde infection. A priori, c'est même pas le cas. Et que pour l'instant, il n'y a toujours pas de traitement et de vaccin, on l'espère tous. Donc dans tous les cas, oui, il faut une perspective de déconfinement, c'est clair. Je ne suis pas le partisan d'un confinement ad vitam aeternam, ça n'aurait pas de sens, mais je dis que le choix du 11 mai est hasardeux et ne correspond à aucune planification sanitaire. Sur la plateforme de la France Insoumise de Patrick Roger, nous avons publié en début de semaine un plan de déconfinement complet. Alors nous n'avons pas les moyens de l'État pour pouvoir l'établir, je n'ai pas de conseil scientifique à ma disposition, mais néanmoins nous avons quelques ressources et je crois que c'est un document utile que j'invite vos auditeurs à aller voir parce qu'il montre comment nous aurions pu faire et en tout cas c'est un document qu'on aurait pu mettre à discussion, à débat, si le débat parlementaire n'avait pas été expédié comme il l'a été avec un plan qui nous est présenté à 15 heures. Ça a été expédié rapidement. Oui, ça a été vraiment expédié selon vous. Comment vous avez pris les critiques d'Édouard Philippe qui a dit oui, les données
leçon, vous allez sur les plateaux de télévision ou les radios expliquer qu'on pourrait faire autrement. Vous êtes là pour voter la leçon d'Édouard Philippe. Vous avez été touché par ça? Je demande à Édouard Philippe bon, c'est une bonne formule de sa part, bon, ça balaye d'un revers de la main tout le travail des oppositions. Oui, évidemment, je suis dans une posture d'opposition, mais aussi de proposition. Et Édouard Philippe a-t-il lu, par exemple, le plan de déconfinement de la France Insoumise? Assurément non. Y compris parce que tout est allé tellement vite et tout a été expédié qu'il ne l'a sans doute pas pu. Mais en réalité, voilà, notre travail depuis le début de cette crise, c'est aussi un travail de contribution que nous croyons utile au pays. Alors après, on est d'accord ou on ne l'est pas, c'est la démocratie. La démocratie, vous savez, dans une période comme celle-là, elle ne doit pas être confinée. Les décisions que prend le gouvernement sont des décisions de nature politique. Le gouvernement, ce ne sont pas des médecins ou des scientifiques. Ils prennent des décisions politiques. Et donc, par nature, elles doivent pouvoir être débattues et discutées. Oui. Est-ce qu'il faudrait que les Français redoublent d'efforts au travail? Ça a été évoqué à quelques reprises, quitte à allonger la durée hebdomadaire ou supprimer quelques congés pour participer à la relance économique, s'il le faut, pendant l'été ou à la rentrée? Surtout pas. Si à l'issue de cette crise, l'idée c'est que les salariés aient à payer les responsabilités et entre guillemets la facture, franchement c'est qu'on n'aura tiré aucune leçon de cette situation. Vous savez, puisqu'Emmanuel Macron nous parle de guerre, Patrick Roger, peut-être que vous ne le savez pas, mais pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, on avait taxé les bénéfices des entreprises qui étaient différents entre la période normale et la période de guerre. C'est-à-dire que si vous réalisiez en période de guerre des bénéfices plus importants qu'en période normale, vous deviez donner la différence à l'État pour organiser les conditions de la planification. Voyez-vous, il y a quand même quelques éléments qu'il faut pouvoir interroger. Par exemple, et là, qui est-ce qu'on pourrait taxer alors? Qui est-ce que vous voudriez taxer? Je vais citer deux exemples. Je pourrais en citer beaucoup, mais je vais en citer que deux. Prenons l'exemple de Sanofi. Sanofi, laboratoire pharmaceutique, réalise 80% de ses bénéfices sur des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. D'accord ? Et là, ils envisagent d'aller verser 3,8 milliards de dividendes. De la même manière, dans cette période, Vivendi augmente de 20% ses dividendes. Donc, ne peut-on pas imaginer, dans une période comme celle-ci, où on demande des efforts aux Français, au premier duquel le confinement, qui est un effort considérable, et qui produit ses effets d'ailleurs sur la crise sociale, de faire en sorte que celles et ceux qui ont le plus puissent contribuer à l'effort collectif. Par exemple, le rétablissement, fût-il temporaire, de l'impôt de solidarité sur la fortune permettrait de dégager 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros qu'on pourrait directement injecter dans la planification sanitaire, dans tout ce que nous avons besoin de faire. Et puis ensuite, l'État devrait pouvoir procéder à certaines réquisitions, nationalisations qui à cette heure n'ont toujours pas été réalisées. Pourquoi l'État se passe de Luxfer, cette entreprise qui produit les bouteilles d'oxygène médical dont nous avons besoin? Pourquoi ne réactive-t-on pas certaines usines de masques qui encore récemment ont été fermées? Voilà autant de questions qui participent de cette planification que nous appelons de nos voeux. Vous savez, cette crise, c'est aussi l'échec de ceux qui ont préféré le laisser-faire du libre marché à l'État organisateur, ceux qui ont préféré le grand déménagement du monde à la relocalisation de certaines productions, et ceux qui ont préféré la concurrence en tout et pour tout à de la coopération. Je crois que le monde de demain doit se construire dès maintenant, pas attendre après la crise. Oui. Sur l'école, Adrien Quatennens, les parents ne pourront plus compter sur un justificatif de garde d'enfants pour toucher le chômage partiel dans quelques jours si les établissements sont ouverts. Logique pour lutter un peu contre les abus? Certains se réfugient derrière des gardes d'enfants pour ne pas aller travailler? Non mais écoutez, cette affaire est incroyable. D'abord, le président de la République nous dit le 11 mai, les écoles réouvrent. Puis quelques jours après, puisque dans cette période, la parole publique ne vaut que pour quelques jours, ce qui est terrible. On passe notre vie à entendre des ordres et des contre-ordres. Et ensuite, il s'en remet à la responsabilité individuelle et au volontariat. Manière pour le chef de l'État, d'ailleurs, de se défausser de ses responsabilités là-dedans. Mais on comprend bien que la grande logique, c'est de renvoyer les parents au travail, d'abord et avant tout. C'est ça la logique du 11 mai, et y compris de la reprise de l'école. Sinon, comment expliquer, Patrick Roger, que le Premier ministre ait fait le choix que ce soit d'abord les petits qui rentrent à l'école et les collégiens, les lycéens plus tard? Vous avez compris comme moi. C'est que les collégiens, les lycéens, ils peuvent se passer de leurs parents à la maison. Ils peuvent rester en autonomie. Alors que les petits, eux, ne le peuvent pas. Donc la grande logique, c'est retourner bosser. Quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, pour reprendre une expression bien macronienne. Donc moi, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Par exemple, on entend la ministre du Travail nous dire que le dispositif de chômage partiel va être allégé. Moi, je dis attention, nous ne serons pas sortis le 11 mai de cette crise. Oui, c'est ça, parce qu'il peut y avoir une baisse. Oui, il peut y avoir une baisse au 1er juin du chômage partiel. Vous êtes contre cette baisse? Il faut la reporter? C'est ce qui est prévu, avec le fait que les entreprises aient davantage à ce que ça repose sur leurs épaules. Non, moi je pense qu'il faut encore attendre. Pour le moment, le chômage partiel est un dispositif utile. Alors,
Nous, on préfère toujours que ça aille plus loin. Aujourd'hui, c'est 84% du salaire. On préférait que ce soit 100%. Vous savez, globalement, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure de relancer l'activité économique, on a aussi entendu des responsables politiques nous dire relancer l'activité économique et la croissance pour rembourser les dettes. Très franchement, on peut se dire un instant qu'avant même cette crise du coronavirus, les dettes des États étaient impayables. Alors, dans plein de pays, des choses se font qui mettent l'Europe à l'amende. Par exemple, la Banque fédérale américaine a complètement garanti les prêts, ce qui fait qu'en réalité, elle a mis fin au risque. La Banque d'Angleterre prête directement au Trésor. Pourquoi la Banque centrale européenne ne pourrait pas racheter directement aux États les titres de dette pour les classer en dette perpétuelle? Car si franchement, après cette crise, pour des générations entières, l'idée c'est de dire arrachez-vous au travail pour rembourser les dettes, très franchement, on a d'autres choses plus intelligentes à faire, notamment parce que d'autres défis arrivent devant nous. Pensez aux défis climatiques qui va nécessiter qu'on s'endette encore davantage. Alors ça c'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'autres sujets et puis ça c'est le monde d'après probablement. Sur l'idée des cartes, en un mot, vous êtes d'accord? Département vert, département rouge, c'est une bonne idée? Bah écoutez, a priori ça se vérifie, il faut voir si les critères sont bien respectés, mais si ça permet d'avoir une indication sur le niveau de contagion dans les départements et que c'est utile à l'organisation sur le terrain, oui, ça peut être une bonne idée. En tout cas, ça me paraît être une meilleure idée que le traçage individuel sur la base du volontariat, voyez-vous. Oui. Le mot de la fin, Adrien Quatennens, avec Cécile Le Ménibus. On le sait bien que porter des idées sans être à la manœuvre, c'est difficile. Est-ce que vous seriez prêt justement à les partager en intégrant un gouvernement d'une unité nationale, pardon ? Soyons sérieux, depuis le début de cette crise, nous avons signifié notre disponibilité pour ce qu'on a appelé l'unité d'action, c'est-à-dire face au virus et à la crise, ne pas rajouter dans les décibels et être disponible pour relayer les consignes sanitaires. Et moi, j'appelle à ce que les consignes sanitaires données par le gouvernement soient respectées. Pour autant, l'union nationale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire amnistie politique pour ceux qui ont pris des décisions qui nous ont menés à cette situation. Si on a perdu 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans, c'est pas parce qu'il y a eu un claquement de doigts, il y a eu des décisions politiques de prise. Et puis surtout, il ne faudrait pas feindre que nos désaccords ne sont pas fondamentaux. Il y a des désaccords fondamentaux. Et si on se retrouvait tous autour de la table, même si la photo pourrait être alléchante, très clairement, je ne sais pas très bien ce que nous ferions, à part un espèce de ventre mou qui nous mènerait nulle part. Donc oui, à l'unité d'action. Par contre, l'union sacrée, l'union nationale, je la laisse à ceux qui espèrent leur amnistie dans une période comme celle-là. Et je préfère nous tabler sur la cohérence de nos idées. Par exemple, un programme comme l'Avenir en commun apparaît comme bien adapté à la situation que nous avons et même à certains égards prémonitoire. Oui. Merci Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, député du Nord. Oui, merci d'avoir été avec nous. Et évidemment, nous étions à distance parce qu'on les respecte, bien sûr.